Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Les conclusions du dialogue interguinéen à la suite de ces échanges qui ont démarré le 24 novembre dernier. 35 recommandations ont été faites. L'une d'entre elles concerne l'âge limite des candidats qui convoitent le fauteuil présidentiel. La 9e session de la conférence des gouverneurs à Mbandaka en République démocratique du Congo. L'examen du programme de développement local des 145 territoires est notamment à l'ordre du jour. Et puis le lancement en Côte d'Ivoire du guichet unique de développement des petites et moyennes entreprises. Avec ce dispositif, le gouvernement entend accompagner le développement du secteur privé. Mais tout d'abord, nouveau rebondissement dans l'enquête sur le coup d'État déjoué à Sao Tomé et Principe. Le parquet général a annoncé ce 21 décembre le placement en détention provisoire de 9 personnes, dont 6 militaires. Une détention provisoire qui entre dans le cadre de l'enquête sur des actes cruels et inhumains présumés commis par des militaires sur des hommes accusés par le Premier ministre d'être les commanditaires du coup d'État. Rappelons que le décès de 3 des 4 assaillants avait été annoncé par l'armée quelques jours après la tentative de coup de force. La veille, des éléments vidéo diffusés sur les réseaux sociaux mettaient en évidence des interrogatoires musclés et des actes de torture sur ces derniers. Fin du dialogue inclusif interguinéen. Les conclusions de ces échanges qui ont démarré le 24 novembre dernier ont été remises au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, ce 21 novembre. Pour l'occasion, une cérémonie était organisée au palais présidentiel en présence de plusieurs membres du gouvernement notamment. Au total, 35 recommandations ont été prises. Parmi elles, l'âge limite des candidatures à l'élection présidentielle qui a été fixé à 35 ans minimum et 75 ans maximum. Pour rappel, ce dialogue avait été boycotté par plusieurs grands partis politiques, dont le RPG Arc-en-Ciel du président déchu Alpha Condé, mais aussi le FNDC politique. Le Premier ministre par intérim, Bernard Goumou, qui a conduit ses travaux avec l'appui du groupe des facilitatrices, a réaffirmé la volonté de son équipe à conférer aux résolutions du cadre de dialogue inclusif un caractère effectif au bénéfice du peuple de Guinée. Je vous propose de l'écouter. C'est une grande émotion que je ressens à l'occasion de la remise de ce rapport. En effet, dès ma nomination en qualité de Premier ministre, chef de gouvernement, Monsieur le Président de la Transition m'a assigné comme mission première l'établissement d'un dialogue incluant tous les Guinéens et d'aller chercher tous les frères et toutes les sœurs qui hésitent à y participer. À l'instar de tous les pays du monde, la République de Guinée doit faire face à des défis qui affectent sa cohésion et donc son unité. Notre pays a fait le choix de faire face à ces problèmes par le dialogue entre ses filles et ses fils. Nous en sommes capables. Il nous faut démontrer aux populations guinéennes que les traditions de dialogue, de tolérance et de paix ne sont pas mortes en Guinée. Que les messages de division, de haine et de violence ne doivent plus avoir cours en Guinée. Cette volonté d'action commune change notre image de pays fragile et régulièrement en crise pour des raisons politiques et partisanes. L'objectif final du cadre de dialogue inclusif interguinéen est de débattre de bonne foi du processus de formalisation des institutions afin de doter la République de Guinée d'une stabilité durable au sortir de la transition. Dans l'actualité également, la 9e session de la conférence des gouverneurs qui a démarré ce 21 décembre en République démocratique du Congo. Pour l'occasion, le président Félix Tshisekedi et plusieurs membres du gouvernement ont fait le déplacement dans la ville de Mbandaka. À l'ordre du jour, l'examen du programme de développement local des 145 territoires notamment. Pour rappel, la conférence qui se veut un cadre de concertation entre le pouvoir exécutif et les gouverneurs de province a pour mission de formuler des suggestions sur la politique à mener. À ce propos, le chef de l'État annonce la tenue prochaine d'une table ronde pour statuer sur l'état de siège controversé. Écoutons-le. J'apprécie à leur juste valeur les autorisations successives accordées tout au long de l'année par chacune des chambres parlementaires pour la prorogation de l'état de siège, permettant ainsi au gouvernement de poursuivre et d'intensifier les actions
en vue de la pacification du pays. Car l'engagement de pacification du pays ne peut être dissocié de celui du renforcement de l'autorité de l'État. Toutefois, attentif aux préoccupations légitimes des forces vives de la République sur ce régime exceptionnel, je reste déterminé à organiser la table ronde sur l'état de siège pour qu'ensemble, nous arrivions à arrêter une option consensuelle sur son maintien, sa levée ou sa requalification. Et sachez que sur le plan sécuritaire, la communauté internationale a condamné ces dernières heures l'appui du Rwanda aux rebelles du M23, une prise de position saluée par les autorités de Kinshasa. Le gouvernement rwandais, en revanche, campe sur ses positions et nie par voie de communiqué toute implication dans les conflits qui agitent l'est de la RD Congo. L'actualité, c'est aussi l'arrivée au Mali d'une délégation ivoirienne conduite par le ministre d'État chargé de la Défense, Téné Birahima Ouattara. La délégation a atterri à Bamako ce 22 décembre. Elle a été accueillie par le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense, et son homologue des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Au programme de leur visite, une rencontre avec le président de la transition, Assimi Goïta. L'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali devait être au cœur des discussions. Avant de se rendre au palais présidentiel, la délégation est d'ailleurs allée rendre visite à la gendarmerie de Bamako où les militaires sont écroués. Notons que le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, est également présent sur place. Rappelons que le Togo a été sollicité par la junte malienne pour assurer la médiation dans le cadre de cette affaire qui cristallise les tensions entre le Mali et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, où les autorités ont procédé au lancement le 19 décembre du guichet unique de développement des petites et moyennes entreprises. Pour l'occasion, une cérémonie était organisée à Abidjan en présence du Premier ministre Patrick Achi. Avec cet outil, le gouvernement entend ainsi soutenir le secteur privé, stimuler la croissance durable et renforcer la compétitivité de l'économie. Eugène Schéma et Ruth Mussy. Sur un taux de croissance moyen estimé à 6,2% entre 2016 et 2021, le secteur privé a contribué pour 4,7 points selon les données officielles. Pour relever cette contribution du secteur privé à la croissance du produit intérieur brut ivoirien, le gouvernement a mis en place le guichet unique de développement des entreprises de Côte d'Ivoire. Le dispositif a été officiellement lancé le 19 décembre 2022 par le chef du gouvernement ivoirien Patrick Achi. Avec cette initiative, les pouvoirs publics voudraient lever les obstacles qui pèsent encore sur le développement des PME. Les défis auxquels ils doivent faire face, ils ont besoin de s'adresser à quelqu'un. Seul dans un environnement, rechercher un cabinet, trouver des ressources pour payer ce cabinet, pour se former, avoir accès à une technologie, chercher un partenaire dans un environnement complexe au niveau des affaires n'est pas facile. Et l'État estime que dans ce contexte où nous sommes, où l'entreprise privée en particulier, mais la PME tout spécifiquement est déterminant, l'État doit accompagner ce processus. Cette structure est donc fondamentale. C'est elle qui véritablement va être la porte d'entrée. L'entreprise qui vient doit d'abord trouver dans ce guichet des gens qui savent de quoi entreprises parlent, quel que soit le secteur d'activité concerné. Le guichet unique de développement des entreprises de Côte d'Ivoire est une plateforme numérique conçue pour fournir des services aux entrepreneurs avec toutes les indications sur l'accompagnement existant de l'État et les différents financements auxquels ils peuvent prétendre. Pour le gouvernement, il s'agit de renforcer la relation de confiance entre l'État et les PME en particulier et le secteur privé en général. Ce secteur assume plus de 50% de l'investissement total de la Côte d'Ivoire et joue une part significative dans l'économie nationale selon les données officielles. Ainsi, les statistiques indiquent que de 2016 à 2021, le secteur privé a contribué en moyenne à 4,7 points à la croissance, dont le taux moyen global est de 6,2 points sur cette période. Par ailleurs, la part des marchés attribués aux PME est quant à elle passée de 37,7% à fin décembre 2020 à 50,5% à fin décembre 2021, enregistrant ainsi une hausse de 12,8 points, montrant une nette progression du nombre de PME accédant au marché public.
Le début des activités du guichet unique de développement des entreprises de Côte d'Ivoire intervient 2 mois après le lancement du programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises qui a pour ambition d'enrôler et d'accompagner 1500 entreprises sur 10 ans. 2 initiatives qui visent à renforcer la part du secteur privé dans la transformation économique de la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité également, une bouffée d'oxygène pour l'Ouganda. Le pays va bénéficier d'un appui financier du Fonds monétaire international, une enveloppe chiffrée à 240 millions de dollars. Cet accord intervient après une mission d'une délégation du FMI menée du 31 octobre au 22 novembre 2022. Dans un communiqué publié ce 21 décembre, l'institution précise que ce soutien financier permettra notamment d'accompagner le programme de réforme de l'Ouganda, dont l'économie a été durement impactée par le coronavirus. Ces réformes consistent en la mise en place de mesures politiques clés axées sur des politiques budgétaires et monétaires prudentes, des mesures de lutte contre la corruption, encore la sauvegarde d'un secteur financier résilient. Notons que pour l'exercice 2022-2023, le FMI prévoit une croissance estimée à 5,3%. Dans l'actualité sportive, pour finir, la conférence de presse du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Le patron de la CAF était en effet face aux médias ce 21 décembre à Johannesburg. L'occasion pour lui de faire un bilan du parcours des sélections africaines lors du mondial de football au Qatar. L'homme d'affaires a notamment salué la performance historique des Lions de l'Atlas qui ont atteint les demi-finales de la compétition. Une première pour une équipe africaine, c'est Vrandouke. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, se dit satisfait de la performance des équipes africaines au Mondial de football 2022. 3 des 5 équipes africaines qui y ont pris part ont réussi à arracher leur ticket pour les 8e et pour la première fois dans l'histoire de cette compétition, une équipe africaine est arrivée dans le dernier carré. Les Lions de l'Atlas, au bout d'un parcours remarquable, ont déjoué tous les pronostics en se défaisant des plus grandes nations de football comme l'Espagne, le Portugal ou encore la Belgique. Des performances que salue le président de la CAF. These are indeed proud moments and a proud period for football on the African continent. Ce sont en effet des moments de fierté pour le football sur le continent africain, compte tenu des performances de nos 5 équipes nationales représentant l'Afrique à la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar et en particulier des réalisations historiques du Maroc qui nous ont rendus tous exceptionnellement fiers. And in particular, the historic achievements of Morocco that has made all of us exceptionally proud. Pour le président de la CAF, Patrice Motsepe, la qualité des performances africaines au Mondial 2022 est le fruit du développement et de la promotion du football local. Une vision que le président de la CAF soutient tout en invitant les fédérations africaines à faire plus d'efforts dans la valorisation des talents locaux, tant au niveau des joueurs qu'au niveau des staffs. Les équipes du Sénégal, du Ghana, du Cameroun ou encore du Maroc avaient à leur tête des entraîneurs locaux. La composition des équipes était faite de joueurs locaux, ce qui apporte de la plus-value aux championnats locaux. If you look at the Brazilian national team, I mean, they can put 3, 4, 5. Si vous regardez l'équipe nationale brésilienne, je veux dire qu'ils peuvent mettre 3, 4, 5 équipes de classe mondiale et je pense que dans une certaine mesure, chaque pays africain doit être capable de faire pareil. Voici mon premier 11. S'il n'est pas là, nous continuerons à développer le football africain en nous assurant qu'il soit de classe mondiale. Making sure that domestic African football is world class. Le président de la CAF nourrit l'espoir de voir une équipe africaine discuter et remporter la finale du mondial au regard de l'évolution, la qualité et la performance des équipes africaines. Pour l'heure, le rendez-vous du prochain championnat africain des nations donnera à apprécier les joueurs locaux en Algérie à partir du 12 janvier 2023. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.